comment relancer le marché des hélicoptères. Non pas que ce marché aille si mal que ça, c'est pas il ne s'effondre pas, mais il est peut-être un peu moins porteur, un peu moins en croissance qu'il n'a été dans les années précédentes, pour des raisons X et Y que nos intervenants vont sûrement détailler. Donc, je commence par Dominique Maudet, qui est directeur chez Airbus Hélicoptères, ex-Eurocopter, directeur de tout ce qui concerne le commercial, le développement, business développement et l'international aussi, je crois. Voilà. Donc, collaborateur proche du président de Airbus Hélicoptères, Guillaume Faury. Ensuite, Olivier Andriès, qui est PDG de Turbomeca pour quelque temps encore, pour une journée, puisque vous ripez vers nos amis de Snecma. Voilà. Mais vous connaissez bien évidemment le marché des hélicoptères. Et enfin, Monique Legrand-Laroche, pardon, qui appartient à la DGA et qui est directrice des opérations et qui pourra nous donner un éclairage sur les marchés militaires, sur l'importance des hélicoptères pour les forces françaises, sur les besoins futurs des forces françaises en matière de machines, en matière de voilures tournantes. Voilà, donc je passe, comme nous avions prévu, d'abord la parole à Dominique Maudet, qui va nous parler un petit peu de comment Airbus Hélicoptères est en ordre de bataille pour relancer ce marché, notamment via l'innovation, je crois. Voilà, je vous passe la parole. Le micro est juste là. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Oui, effectivement, les marchés de l'hélicoptère traditionnels dans un certain nombre de régions, type Europe et Amérique du Nord, sont un peu, on va dire, à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un taux d'hélicoptères par personne, par citoyen, qui est relativement important. Et donc, on va certainement s'orienter dans les années qui vont suivre sur un marché de remplacement des flottes. En revanche, nous restons très optimistes donc sur d'autres zones du monde, que sont notamment les pays émergents, comme la Chine, bien entendu, mais aussi d'autres pays d'Asie ou d'Europe de l'Est. Et ces pays-là, en général, ont des populations importantes qui sont souvent très, très denses. Et bon, vous savez que l'hélicoptère, enfin, il y a un lien assez direct sur un certain nombre de segments, dont notamment les services médicaux, entre à la fois la densité de population des pays et puis le niveau de vie de ces pays. Donc on sait que lorsque le niveau de vie d'un pays passe à 5-6 000 $ par habitant, en général, il se crée un besoin de services médicaux, de services de sauvegarde de population et autres. Donc tout ça est en train d'arriver dans tous ces pays. La densité des hélicoptères aussi, des populations, amène des besoins d'hélicoptères dans des villes et bien sûr avec un accroissement des aspects sécurité, des aspects également donc de réduction d'effets sonores et autres. Et donc c'est sur ces domaines-là que l'on travaille. Airbus Hélicoptères est une entreprise leader mondial qui est également donc civile et militaire, à peu près moitié-moitié, et qui est également moitié-moitié service et j'allais dire plateforme. Ce qui nous rend robustes, bien sûr, aux variations de marché. Et aujourd'hui, on a typiquement le marché de l'offshore, du pétrole, puisque c'est une grande partie du champ d'application des hélicoptères, de ravitailler les plateformes pétrolières en mer. L'hélicoptère est le seul moyen de transport capable par tout temps d'aller emmener des personnels ou des denrées diverses et variées sur les plateformes pétrolières. Donc ce marché est un petit peu en phase un peu de stabilité, dû bien sûr au prix du pétrole qui est passé, comme vous le savez tous, d'une centaine de dollars le baril à 50-60 $ aujourd'hui. Donc pour ce qui nous concerne, nous, c'est effectivement la mise sur le marché de produits qui vont répondre aux besoins nouveaux de ces clients et qui sont autour de la sécurité, bien sûr, qui sont également autour de la réduction des coûts, puisque prix du pétrole bas égale typiquement pour l'offshore des coûts d'exploitation, des coûts d'achat d'hélicoptères réduits, et bien sûr de la fiabilité pour nos hélicoptères. Donc c'est typiquement ce qui s'est passé chez Airbus Hélicoptères en 2014, puisque nous avons mis en service 3 nouveaux appareils. Le H175, alors pour ceux qui sont familiers de nos produits,
En fait, vous avez peut-être noté ou pas que depuis le début de cette année, nous avons changé l'appellation de nos produits. Donc le AS ou le EC est devenu H depuis que nous sommes devenus Airbus Hélicoptère. Donc le H175, le H145 et le H135, qui étaient les anciens EC, ont été certifiés cette année. Le H175, qui est en service depuis à peu près 6 mois, un peu plus, en mer du Nord, pour la société, le compte de la société NHV, donne des résultats de disponibilité absolument remarquables. Et c'est en fait un peu l'image de marque de notre renouvellement de gamme, où après quelques années en fait de développement sur les produits plutôt militaires, nous sommes maintenant en train de nous repositionner sur des appareils très innovants sur le milieu de gamme, avec donc après le 175, le H160 et un certain nombre d'autres produits. Donc en résumé, et pour ne pas faire trop long, puisque je crois qu'on a droit à 10 minutes, je dirais pour moi le marché de l'hélicoptère l'hélicoptère est un moyen de transport dont le besoin mondial dans les années qui viennent va augmenter de façon très significative. Par le renouvellement, bien sûr, des flottes qui sont déjà en service, il y a à peu près 25 000 hélicoptères en service dans le monde entier, mais aussi et surtout par l'arrivée des pays émergents avec des populations très très importantes. La dualité civile et militaire permet de passer, on va dire, ce petit creux sur le marché avec un certain nombre de contrats et de programmes militaires. La parité euro-dollar est favorable aujourd'hui aux constructeurs européens, dans la mesure où effectivement il y a eu un rééquilibrage par rapport à de nombreuses années. Voilà. Pour faire vraiment court. Est-ce qu'on a une idée en valeur de la taille de ce marché par an ou en nombre de machines livrées Alors, en nombre de machines, on est à peu près, notre vision, c'est à peu près 1000 machines civiles plus 1000 machines militaires au niveau mondial par an. Je pense que notre motoriste préféré aura des chiffres peut-être double, parce qu'on met 2 moteurs par hélicoptère, donc ça fait beaucoup plus. C'est l'avantage du motoriste. Voilà. C'est 1000 hélicoptères par an environ, avec une part de marché pour Airbus Hélicoptère qui est d'environ 40-45% sur le marché civil parapublic. Et de combien, 11-12% militaire J'allais dire une vingtaine de pourcents, mais alors ça dépend si on considère le marché accessible, si on y exclut la Chine et des pays pour lesquels on a des embargos ou pas de possibilité de vente. Très bien. Olivier Andriès, donc PDG de Turbomeca, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui. À peu près. À peu près. Et voilà, justement, quand on parle de besoins futurs, moi j'avais vu circuler des chiffres sur la croissance de la flotte mondiale, c'est à peu près 2000 par an, c'est ça? Sur les 20 ans qui prend. Les chiffres sont très, très cohérents avec ceux qu'évoquait Dominique. Nous, ce qu'on voit, c'est un besoin dans les 20 ans qui viennent d'environ 40 000 machines. Voilà. Donc ça fait à peu près 2000 machines par an. Ça, c'est tout pays confondu, toute application confondue. Donc ça se répartit à peu près moitié-moitié entre le civil et le militaire. Alors c'est vrai que dans notamment les marchés militaires, un certain nombre d'entre eux ne sont pas réellement accessibles à nous. Je nous mets dans le même basket parce que les marchés militaires ne sont pas toujours totalement libres. Alors, c'est vrai que le motoriste, quelquefois il met un moteur, quelquefois 2. Ce qu'on aime bien, c'est quand on en met 3. Mais c'est de plus en plus rare. Mais on aime bien mettre 3 moteurs sur un hélicoptère. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà. Alors Turbomeca, donc c'est une filiale du groupe Safran, oui, qui est donc un groupe d'aéronautique, de défense et de sécurité, avec une activité très forte dans le domaine des moteurs aéronautiques, moteurs d'avion. Et dans le groupe Safran, Turbomeca est spécialisé sur les moteurs d'hélicoptères. Et donc les moteurs d'hélicoptères, c'est vraiment la totalité de notre activité. Nous sommes d'ailleurs le seul motoriste aéronautique du monde occidental à nous consacrer intégralement aux moteurs
d'hélicoptères avec la plus large gamme de moteurs, puisque notre gamme de moteurs va de 500 chevaux, donc ce sont des moteurs qui équipent des hélicoptères légers, d'une tonne 5 on va dire, jusqu'à des moteurs de 3000 chevaux pour équiper des hélicoptères lourds qui vont au-delà de 10 tonnes, voire jusqu'à 15 tonnes quand il y a 3 moteurs. Turbomeca a l'ambition d'être le motoriste de choix des grands constructeurs d'hélicoptères du monde. Et pour cela, évidemment, nous avons une politique très active de développement et d'innovation. Et puis, évidemment, nous recherchons l'excellence dans les domaines qui comptent, c'est-à-dire la satisfaction client, mais également la compétitivité et la sécurité, bien sûr. Turbomeca investit 15% de ses revenus dans la préparation de l'avenir. 15%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais nous estimons que c'est nécessaire si l'on souhaite continuer à être là dans 30 ans. Ce n'est pas le cas de tous les constructeurs de moteurs. Certains d'entre eux n'investissent pas autant d'argent. Mais on est dans cette dynamique-là parce que, encore une fois, le business de l'hélicoptère, pour nous, il est central. Alors, comment est-ce que l'on peut contribuer à renouer avec une croissance dans le domaine des hélicoptères, qui est un marché, bon, on l'a dit, qui aujourd'hui n'est pas en très grande forme. Notamment, il y a, je dirais, une surcapacité qui est probablement très temporaire dans le domaine des hélicoptères légers. Donc là, effectivement, le marché est quand même pas très dynamique. Et puis le marché de l'offshore pétrolier, qui est un des grands marchés pour nous, est un marché qui souffre de la baisse significative du prix du pétrole et surtout de l'arrêt des opérations d'exploration pétrolière. Donc il reste encore, bien sûr, des opérations d'exploitation qui amènent à faire fonctionner des hélicoptères pour emmener des gens sur les plateformes, mais le nombre d'heures de vol dans le domaine de l'offshore pétrolier a quand même baissé cette année par rapport à l'an passé. On voit typiquement une baisse de 15 à 20% des heures de vol dans le domaine de l'offshore pétrolier. Alors ça ne va pas durer. Nous pensons que le prix du pétrole va remonter. Je suis absolument incapable de vous dire quand, comment, à quel niveau. Évidemment, si je le savais, je ne serais peut-être pas là. Nous sommes très confiants à moyen long terme sur le développement du marché de l'hélicoptère parce que il y a une croissance du PIB mondial, parce que il y a des besoins de sécurité. L'hélicoptère, je le rappelle, parce que c'est un élément important, il faut toujours avoir ça en tête, c'est quand même le moyen aujourd'hui privilégié d'aller sauver des vies humaines. Et c'est notre mission. C'est notre mission que de mettre à disposition de nos clients des outils qui permettent d'aller sauver des vies humaines en mer, en montagne, lors des grandes catastrophes. On utilise l'hélicoptère. Et ce qui est frappant, c'est que à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe, le pays qui est concerné se dit mais je suis frustré parce que j'ai pas assez d'hélicoptères pour aller porter secours à mes populations. Et donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une vraie dynamique à moyen long terme, et donc il faut pas qu'on regarde sur le court terme. Alors comment va-t-on faire ? C'est un marché qui sera à la fois un marché de remplacement et un marché d'expansion. Un marché de remplacement dans les pays développés, un marché d'expansion dans les pays émergents. Évidemment, notre souhait et notre action vise à stimuler le marché du remplacement, parce qu'il y a des hélicoptères qui sont là et qui ont 30 ans, 40 ans. Ce sont des machines anciennes. Alors comment peut-on stimuler le marché du remplacement ? C'est là que l'innovation intervient. Côté constructeur d'hélicoptères et côté moteur. Quelle est la contribution du motoriste à ça ? C'est d'améliorer de manière continue la puissance du moteur. J'irai même plus loin, le rapport puissance sur masse. C'est-à-dire qu'un moteur, il doit apporter la puissance nécessaire à l'hélicoptère parce que c'est ça qui définit fondamentalement la mission. Et s'il le fait avec une masse qui est optimisée, c'est encore mieux parce que ça lui donne encore plus de capacités.
Et pour vous donner un exemple de l'évolution, nous avons, il y a plus de 30 ans, mis en service un moteur qui est en fait le best-seller de Turbomeca, qui s'appelle l'Ariel, hein, qui a été mis en service sur des plateformes d'Airbus hélicoptères, mais pas seulement. Et entre les Ariel que nous avons développés il y a 30 ans et les Ariel que nous livrons aujourd'hui, il y a eu différentes améliorations. Le moteur ressemble, il a la même tête. Il est exactement pareil vu de l'extérieur. Tout est changé à l'intérieur. Tout est changé à l'intérieur. Et le rapport puissance sur masse du moteur a augmenté de 50%. C'est-à-dire qu'à isomasse, le moteur apporte aujourd'hui, par rapport aux versions d'il y a 30 ans, 50% de plus. Et ça, c'est ça qui fait la performance de l'hélicoptère, sa mission. Et c'est ça qui permet de stimuler le marché de remplacement. Alors évidemment, il y a aussi... Et à consommation... J'allais y venir. Ah oui. Alors effectivement, il y a aussi la consommation carburant, évidemment, et notamment pour les hélicoptères moyens, moyens lourds et lourds, qui doivent effectuer des missions où il y a une distance à franchir qui est significative. Et là, effectivement, la consommation carburant devient un élément important. Donc on travaille sur le rapport puissance sur masse, on travaille sur la consommation carburant, et on travaille évidemment sur la sécurité, la fiabilisation des moteurs, toujours, ça c'est basique, c'est le socle. Et enfin, on travaille sur la réduction des émissions sonores et polluantes. Alors, je vais parler de l'Arano, puisque c'est notre dernier né. L'Arano qui veut dire l'aigle, en basque. Nous avons la tradition d'appeler nos moteurs par des noms de montagnes des Pyrénées ou de pics des Pyrénées. Ça rappelle nos origines. Nous sommes pyrénéens et on en est fiers. Et donc, l'Arano, qui est notre dernier né, veut dire l'aigle en basque, est un moteur qui fait 15% de gain de consommation en carburant par rapport à tous les moteurs qui existent. Et donc, c'est pour ça que Airbus Hélicoptère nous a fait l'honneur de nous sélectionner en simple source pour l'H160, donc qui est le dernier né, hein, Dominique, de la gamme d'Airbus Hélicoptère, avec beaucoup de technologie à bord de cet hélicoptère. Et le moteur est un contributeur, c'est un des contributeurs, un contributeur important, j'ai tendance à penser, mais pas le seul, de la performance future de cet avion. Voilà. Que dire d'autre ? En deux mots, comment obtient-on 15% de réduction de la consommation ? C'est des nouveaux matériaux, de nouvelles architectures ? Effectivement, ce sont des matériaux. C'est l'optimisation de ce qu'on appelle la veine d'air, c'est-à-dire du flux aérodynamique à l'intérieur du compresseur et des turbines. Donc des nouveaux matériaux, les compresseurs, l'optimisation aérodynamique, la masse, c'est tout ça. Alors ça ne se voit pas de l'extérieur. Effectivement, les architectures restent conventionnelles, mais fondamentalement, tout dans le moteur change sans que rien ne change. Alors après ça, l'étape d'après, il est possible qu'il faille rechercher aussi d'autres voies d'amélioration, et notamment autour, par exemple, des concepts d'hybridation, j'en dirai pas plus, mais électrique, thermique, ce sont des sujets sur lesquels on se penche, parce que là aussi, il y a probablement une voie d'amélioration. Je vous reposerai une question là-dessus. Faites-moi. Monique Legrand-Laroche, alors vous êtes du côté client, vous êtes le client. Quels sont alors d'abord l'importance pour vous de l'hélicoptère, et quels sont, vu de la DGA, vos besoins en termes de machines voilures tournantes? Alors d'abord, moi je suis un client particulier parce que je suis le client militaire. Donc, mes deux prédécesseurs ont parlé de l'ensemble du besoin militaire et civil. Moi je vais plus me concentrer évidemment sur le besoin militaire. Et pour moi, j'ai envie de dire, pour nous aujourd'hui, on n'est pas dans un creux de l'hélicoptère. Au contraire, on est en pleine production d'hélicoptères. Il faut quand même le signaler, puisque c'est actuellement qu'on est dans la maximum de la production, que ce soit des NH90 Caïman ou des Tigres. Donc on n'est pas dans le creux de l'hélicoptère. Par contre, effectivement, on peut se poser la question du après. Comme nous avons tendance à garder nos machines assez longtemps, il va peut-être y avoir plus tard un creux. Mais aujourd'hui, ce n'est certainement pas le cas.
Ce n'est non plus pas le cas parce que nos hélicoptères sont énormément utilisés et utilisés en opération. Et je pense que ça, c'est très important à dire. D'ailleurs, avoir en tête pour relancer le marché, si on peut parler d'un marché, les hélicoptères ne se vendront que s'ils servent. Et ils servent beaucoup en opération. Aujourd'hui, on a une quinzaine de machines qui sont utilisées en opération en Afrique, qui donnent toute satisfaction à nos opérationnels. Et c'est bien sûr de cette satisfaction-là que va naître le besoin qui peut être partagé par les autres nations. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conflit qui puisse s'envisager ou d'opération de maintien de la paix qui puisse s'envisager sans hélicoptère. Donc, pourquoi le marché de l'hélicoptère, pourquoi ce besoin d'hélicoptère peut-il perdurer? À mon avis, il y a plusieurs raisons. La première chose à mettre en avant, c'est qu'il faut que nos appareils soient évidemment adaptés à l'ensemble des besoins des forces et qu'ils le soient dans la durée. Parce que nous gardons nos appareils longtemps, ils ont 20 ou 30 ans d'ancienneté pour beaucoup. Donc il faut qu'on soit capable, très en amont, de définir ce besoin et de trouver des moyens de les satisfaire. Et d'où l'importance qui a déjà été évoquée de l'innovation. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important qu'on soit innovant dans nos machines et qu'on soit innovant dans la durée. Je voudrais citer quelques innovations. Aujourd'hui, on a donc le NH90 Caïman qui est en service et qui a été le premier hélicoptère à commande de vol électrique. C'est un hélicoptère tout en composite avec un système très évolutif et donc qui va permettre à cet appareil de rester entre guillemets compétitif pendant de nombreuses années. Sur le Tigre, je pourrais citer le casque de vol Topol, qui est un casque qui, je pense, est le meilleur de sa génération, qui permet de suivre les yeux du pilote et qui a de gros atouts, que ce soit au niveau utilisation du système d'armes ou même sécurité dans des zones un peu compliquées au niveau environnement, que ce soit le sable, la poussière ou les intempéries. Ou bien le guidage du canon qui permet de tirer avec de l'hélicoptère dans toutes les positions possibles. Donc ce sont des innovations importantes et évidemment on ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que là on est déjà en train de réfléchir non seulement au standard 2 du Tigre mais même au standard 3 du Tigre et pour faire ça on travaille sur des innovations à venir par des études amont qui sont passées avec l'industriel de manière à ce que notre hélicoptère soit toujours à la pointe bien sûr pour qu'il soit compétitif mais également pour qu'il soit le mieux armé par rapport à ses adversaires futurs. La deuxième chose que nous mettons en avant, donc je sais pas la suite, mais on a un programme en devenir qui s'appelle le HIL, l'hélicoptère interarmé léger. Donc là, l'idée elle est différente. Donc on va remplacer plusieurs flottes d'hélicoptères par probablement une seule flotte. Ceci pour avoir des gains de manière de faciliter à la fois d'emploi et de soutien. Et pour ça veut dire avoir un appareil qui soit polyvalent, avoir une grande communauté de base avec éventuellement des kits d'adaptation. Là, c'est un hélicoptère, j'ai envie de dire, qui sera pour les combats de moindre intensité que ne peuvent l'être aujourd'hui les Tigres ou les Caïmans, ce qui nous permet de nous appuyer probablement sur une base civile. Donc l'intérêt de partir d'une base civile, c'est de pouvoir bénéficier d'effets de série pour avoir des coûts moins élevés, d'avoir également ces genres d'effets pour ce qui concerne la formation ou le soutien. Et nous n'aurons qu'à personnaliser cet hélicoptère en adaptant nos besoins militaires. Et je pense que cette idée à la fois, quand on le peut, de partir sur une base civile, et puis quand on le peut, d'avoir des hélicoptères plus polyvalents, parce que entretenir plusieurs flottes, ça a un coût. C'est un coût sur le soutien et c'est un coût humain parce que ça nécessite aussi de former les équipages, les mécaniciens sur plusieurs flottes. Donc ça, c'est également une tendance que l'on peut avoir sur un produit comme le HIL qui n'aurait pas été possible pour un Tigre ou un NH90 parce qu'ils ont des missions plus particulières. Et puis un dernier point que je voudrais mettre en avant qui est vraiment très sensible aujourd'hui, qui est peut-être plus sensible aujourd'hui qu'il était autrefois, c'est le coût global de possession. C'est-à-dire qu'il est très important d'avoir un hélicoptère qui soit pas trop cher à l'achat, mais il faut aussi qu'il soit pas cher dans toute la vie de l'hélicoptère. En gros, on multiplie par 2 le coût d'acquisition par tout ce qui est ensuite à dépenser tout au long de la vie de l'hélicoptère pour son soutien. Le soutien aujourd'hui de ces appareils, c'est compliqué. Au début du siècle, les aéronefs, le pilote faisait le soutien, il avait besoin de 3 outils, d'une vingtaine de rechanges et quelques pages de documentation. Aujourd'hui, c'est plus possible. Le pilote et il y a besoin d'avoir des mécaniciens formés et qui ont une documentation peut-être d'une 20 000 pages. Donc le soutien en soi, c'est un défi.
Et il est extrêmement important d'avoir en tête ce besoin-là aussi. En moyenne, c'est combien d'heures de soutien pour une heure de vol? Vous avez une idée de ça ou... Ça dépend entre ce qu'on espère et ce qu'on obtient, mais on va dire entre 5 et 10. C'est décroissant. Alors on parle toujours d'une certaine courbe en baignoire, c'est-à-dire que lorsque on achète un nouveau matériel, il y a toute une période d'apprentissage, aussi bien chez les opérationnels qui l'utilisent et qui le soutiennent, que même chez l'industriel qui l'a développé. Donc on va peut-être partir d'un montant assez élevé d'heures de maintenance par heure de vol, et puis on essaye de baisser entre 5 et 10. Très bien. Ça doit être un débat interactif, donc si vous avez des questions, s'il y a des questions venues de la salle, n'hésitez pas. Je vous demande juste de vous identifier. Y a-t-il un candidat pour... Oui, une candidate, là-bas au fond. Bonjour, Isabelle Dressé, je suis adjointe au directeur du Bourget et je vais rajouter des aérodromes d'aviation générale parce qu'on gère 12 terrains, dont l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, très important pour nous, et un certain nombre d'aérodromes où on a beaucoup de mouvements hélicoptères. Alors j'ai 2 points qui se rejoignent un peu, donc une problématique réglementation. J'ai l'impression que la réglementation européenne n'aime pas les hélicoptères. On vient d'avoir récemment une limitation des monomoteurs qui impacte largement ici les Moulineaux. On a des réglementations aussi locales qui n'aiment pas les hélicoptères. Tout ça, c'est en relation avec le bruit. Donc c'est ma deuxième problématique. J'ai beaucoup de réunions. Donc il y a des réglementations locales, des décrets, des arrêtés préfectoraux qui limitent le trafic sur nos terrains. J'ai beaucoup de réunions avec les riverains, les usagers, donc c'est une grosse problématique. Pour Toussus-le-Noble, qui aujourd'hui reçoit tout le trafic qui est déporté d'ici les Moulineaux et qui a pratiquement disparu à Saint-Cyr-l'École, ça peut être explosif. Je vais plusieurs fois en préfecture à Versailles pour ce sujet-là. Je suis donc très... Donc votre question? Ma question, ma question c'est quel est comment vous assurez du lobbying réglementaire d'une part, et comment allez-vous accélérer aussi la recherche de l'hélicoptère hybride ou électrique qui est très attendu du côté de plateformes où vis-à-vis des riverains c'est très tendu. Alors l'hybride électrique. Oui, je peux dire 2 mots et puis je passerai la parole à mes collègues. Je crois que Olivier l'a dit tout à l'heure, une des principales missions de l'hélicoptère, c'est de sauver des vies, que ce soit sur les autoroutes, que ce soit en allant transporter des blessés vers les hôpitaux, que ce soit en allant sur des théâtres type le vol Germanwings, où en fait il n'y a aucun autre moyen d'accéder à ces sites, aucun autre moyen que l'hélicoptère. Alors évidemment, les hôpitaux sont quelquefois en centre-ville. Il y a aussi bien sûr des VIP qui se transportent, donc ça on peut peut-être plus discuter. Mais il y a une mission hélicoptère en fait qui effectivement par nature peut être un élément sonore qui ne convient pas à un certain nombre de riverains. C'est l'un des axes prioritaires pour nous en termes d'innovation et je pense que Olivier aura des choses à dire aussi sur la partie moteur. Donc on travaille tous les aspects pour réduire ce niveau sonore et pour rendre la cohabitation la plus facile possible. On a bien sûr comme mission et comme code d'éthique d'être de bons citoyens. Donc on y travaille. Alors après, vous faites allusion au lobby et des instances et autres. Ça fait partie aussi de notre métier que de rappeler l'importance pour les citoyens de ce bel outil. Voilà. Et donc on travaille sur ces côtés qui peuvent être un peu perturbants. Et ça fait partie d'un axe fondamental pour nous d'innovation, c'est la réduction effectivement de l'empreinte sonore. Je vais revenir sur la question de la réglementation monomoteur que vous posiez. Alors effectivement, il y a un décret qui est sorti, je crois que c'était au mois d'octobre, qui limitait l'utilisation des monomoteurs au-dessus des zones habitées. Je crois que dans la réglementation, on appelle ça terrain hostile ou zone hostile, je ne sais pas pourquoi, mais en fait la réalité, ce sont les zones habitées. Et effectivement, ça impacte
essentiellement l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Bon, c'est une réglementation qui en fait n'est que l'application d'une réglementation européenne de l'EASA, c'est-à-dire des autorités européennes de certificat de navigabilité. Ce que je veux simplement mentionner, c'est que les règles sont pas tout à fait les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Parce que effectivement, cette réglementation-là, sur la restriction d'utilisation des monomoteurs au-dessus des zones habitées, n'existe pas aux États-Unis. Et je vais même aller un cran plus loin. Vous savez qu'en Europe, le transport des blessés vers des hôpitaux, dans ce qu'on appelle l'urgence médicale, ne peut se faire qu'en bimoteur, en hélicoptère bimoteur. C'est comme ça, c'est la règle en Europe. Aux États-Unis, la très grande majorité des opérateurs de l'urgence médicale opèrent en hélicoptère monomoteur. Bon, c'est juste une observation qui fait qu'on n'a pas tout à fait la même vision des choses des deux côtés de l'Atlantique. Je tiens aussi à dire que cette réglementation est en fait, je dirais, l'aboutissement d'un processus qui a commencé en Europe il y a des années, et qu'entre le moment où ce processus a démarré et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en termes d'accidentologie. C'est-à-dire que l'un de nos axes de travail essentiels, et notamment en tant que motoriste, c'est de travailler à la sécurité des vols. C'est-à-dire que notre travail est de réduire de manière permanente, de manière à arriver évidemment idéalement à zéro, à ce qu'il n'y ait aucun arrêt en vol non commandé, ce qu'on appelle les arrêts en vol non commandés. Pourquoi est-ce qu'il y a une utilisation restrictive des hélicoptères monomoteurs? Parce que lorsque, sur un hélicoptère monomoteur, le moteur s'arrête, effectivement, on est dans une situation un peu plus délicate que lorsque l'hélicoptère a deux moteurs. Ceci étant dit, l'hélicoptère est conçu pour que, même dans ce cas-là, il puisse atterrir en toute sécurité avec ce qu'on appelle l'autorotation. C'est l'autorotation. Donc quand le moteur est arrêté, l'hélicoptère se met en autorotation pour permettre un atterrissage en sécurité. Voilà. Aujourd'hui, dans le domaine des hélicoptères monomoteurs, quand on regarde les arrêts en vol non commandés, on est à des niveaux qui sont à peu près équivalents à ceux de l'aviation civile. Sur la motorisation hybride, ce que demandait cette dame, où est-ce que vous en êtes? C'est pour quand? Enfin, quelle est l'échéance? Non, mais l'hybridation, c'est un processus qui va être progressif. Ça ne va pas être une révolution. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres sources d'énergie à bord de l'hélicoptère au-delà du moteur ou de la source d'énergie thermique pour, je dirais, optimiser en quelque sorte la mission et l'utilisation de l'énergie à bord des hélicoptères. Et par exemple, une des idées, et je pense qu'il y a déjà eu des communications là-dessus, c'est de précisément sécuriser l'autorotation, par exemple, avec un processus d'hybridation. C'est ce genre de choses. Autre question, monsieur. Bonjour, Jean-Louis Léa, Rockwell Collins. Donc j'ai deux questions. La première peut-être pour monsieur Maudet, la seconde pour monsieur Andriès. La première, c'est dans le domaine de vos hélicoptères pour les 10 ans à venir. Quelles sont les principales innovations que vous recherchez, que vous attendez, notamment dans le domaine de l'avionique? Et ensuite, autre question. Monsieur Andriès, vous avez parlé bien sûr de vos moteurs. Le Ariel est bien connu, très répandu chez Airbus Hélicoptères, mais aussi chez les autres hélicoptéristes. Est-ce que on vous demande de spécialiser vos moteurs pour que
l'avionneur, enfin l'hélicoptériste, ait un avantage concurrentiel sur sa plateforme. Parce qu'évidemment, le moteur est très important pour l'hélicoptère à tout point de vue. Voilà ma deuxième question. Alors, sur la partie avionique, j'ai envie de dire que ce qu'on attend, c'est déjà un niveau d'information qui soit juste ce dont l'équipe, enfin le crew, le pilote a besoin pour la phase dans laquelle il se trouve. Donc, c'est pour ça que nous avons développé une avionique nouvelle, Helionix, qui permet en fait de décharger le pilote un maximum de tout ce qu'il peut recevoir comme information, de façon à se concentrer sur sa mission et n'avoir finalement à sa disposition ou n'avoir comme indication que les éléments qui sont fondamentaux pour la phase dans laquelle il se trouve. Alors ça, c'est l'aspect un peu spécifique avionique, mais au-delà de ça, je dirais les éléments généraux de modularité, de visibilité, lisibilité, de compatibilité JVN, bien sûr de coûts, non seulement de coûts d'achat, comme le disait Monique tout à l'heure, mais de coûts de soutien, sont fondamentaux. Les moteurs d'hélicoptères sont très intégrés à la plateforme hélicoptère et donc en fait ils sont customisés. Alors pas forcément le générateur de gaz lui-même, mais toute la partie transmission de puissance et toute la partie système de contrôle du moteur sont en général très customisés parce que évidemment ça c'est une interface qui est spécifique de l'hélicoptère. Alors poser une question intéressante. Le rêve d'un motoriste, c'est de développer un moteur qui est universel évidemment et qui s'applique à toutes les plateformes possibles. La vie de tous les jours, malheureusement, c'est pas tout à fait celle-là. Parce que lorsqu'une plateforme est lancée par un hélicoptériste A et que l'hélicoptériste B regarde ça, quand l'hélicoptériste B souhaite lancer une nouvelle plateforme sur le marché, il souhaite lui donner un caractère différenciant. Et évidemment, la demande et la sollicitation du motoriste est toujours d'aller un petit peu plus loin. Mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. Et c'est dans le cas de l'Ariel. C'est ce qui a fait d'ailleurs sur 30 ans l'évolution de l'Ariel, où il y a eu une compétition pendant des années entre le Dauphin d'Airbus Hélicoptère et un autre appareil qui s'appelait le S-76 de Sikorsky. Et en fait, à chaque fois que le Dauphin amenait une amélioration, en demandant une amélioration à l'Ariel, eh bien Sikorsky venait un petit peu après nous voir pour demander une nouvelle amélioration, pour repositionner. Ça a été un petit jeu pendant qui a duré 20 ans, une bonne vingtaine d'années. Bon, ça c'est la vie, et c'est aussi ce qui nous fait progresser, parce qu'après tout, puisqu'on parlait de comment relancer le marché des hélicoptères, la vraie question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce que je peux faire pour apporter une valeur ajoutée à mon client, au client. Qu'est-ce que je fais qui fait que ma plateforme apportera une valeur ajoutée par rapport à tout ce qui existe? C'est vrai pour l'hélicoptère, c'est évidemment vrai pour le moteur. Il y a un volet service d'ailleurs dans cet aspect innovant. Pardon, juste un point sur le sujet précédent. En fait, c'est aussi le métier de l'hélicoptériste, à partir d'un moteur et à partir d'une mission de transport d'une charge utile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et bien de le faire avec une masse à vide qui soit la minimum, la plus petite possible, de façon à avoir bien sûr un gain de compétitivité par rapport à son concurrent. Donc c'est un savoir-faire dans l'aérodynamique, dans un certain nombre d'autres domaines, que de faire mieux avec le même moteur embarqué en termes de charge utile par rapport à la masse à vide globalement. Je crois qu'il y avait une question. Bonjour, Olivier de Sousa, ingénieur. En fait, ma question, en fait, elle s'adresse plutôt à Monique Le Grand-Laroche. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, c'était juste pour comprendre l'engouement du Caracal H225M. Je vois que le Koweït a pris commande d'une quarantaine d'appareils. Je voulais juste connaître la qualité de cet hélicoptère, en fait. Mais plus en tant que cliente. Voilà. Je ne peux pas parler des autres clients, mais le Caracal, je pense que c'est vraiment un appareil formidable et qui plaît énormément à nos forces armées parce qu'il a beaucoup de polyvalence, il est bien armé. Il a une bonne autonomie, donc il satisfait à la fois les besoins des forces spatiales, qui sont des gros utilisateurs du Caracal, et puis également le besoin des forces conventionnelles.
je ne trouve pas ça étonnant qu'il ait un tel succès. Et si vraiment il a d'autres succès, c'est parfait. Et son coût de possession est excellent, bien sûr. En tant que client, je vous dirais, il peut toujours être meilleur. Voilà. Une question là. Oui, bonjour, Pascal Martinez, Clemcy. Je voulais savoir au niveau de la furtivité de l'hélicoptère, que ce soit radar, électromagnétique ou discrétion acoustique, est-ce qu'il y a des voies de développement aujourd'hui et est-ce qu'il y a un besoin au niveau militaire également qui a été éventuellement exprimé? Alors, je vais peut-être donner la primeur à Monique. Alors, il y a évidemment toujours un besoin de furtivité pour l'hélicoptère, mais je dirais que la première furtivité, c'est son emploi. Surtout au niveau de l'acoustique, hein. L'hélicoptère a une particularité, c'est que quand il vole derrière un rideau d'arbres, vous ne l'entendez pas. Donc il y a une vraie solution qui est sur l'emploi. Il vole à très basse altitude. En tout cas, il peut le faire quand il en a besoin face à une menace. Donc je pense qu'une des grandes réponses, c'est son emploi, c'est sa manœuvrabilité, son agilité. Ensuite, on a des recherches pour limiter évidemment la signature infrarouge tout particulièrement, en particulier pour diluer la signature des moteurs faits par Turboméca. Donc on met des déviateurs dilueurs de jet qui permettent de la diluer et de la diminuer. Également des recherches aussi sur la forme, hein, qu'on peut voir sur le NH90, hein, qui a une forme particulière pour diminuer sa signature. Oui, je peux juste rajouter effectivement que c'est typiquement ce qu'on a fait sur le Tigre. Si vous le regardez, enfin, si vous le comparez à son concurrent l'Apache, effectivement, non seulement il est équipé d'un certain nombre de systèmes de contre-mesure, que ce soit infrarouge, électromagnétique et autres, mais il est surtout, comme le disait Monique, beaucoup plus manœuvrant, beaucoup plus agile, et il présente une surface équivalente radar beaucoup plus faible, avec des déviateurs effectivement de jet, de façon à envoyer les tuyères vers le rotor et à diluer tout ça. Donc c'est tout à fait pris en compte, bien sûr, dans les besoins, j'ai envie de dire, évidemment, militaires. Autre question? J'ai pas vu. Moi, j'aurais une question. Est-ce qu'on parle toujours dans les besoins qu'auraient les forces d'un hélicoptère super lourd? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, en fait, dans les choix qui ont été faits là, lors des précédentes LPM, on a choisi de se concentrer plutôt sur le besoin d'hélicoptères de manœuvre, d'hélicoptères d'attaque, et le besoin d'hélicoptères super lourds qu'on n'a jamais réellement eu, hein, en France, il faut quand même le dire, a été repoussé dans les années ultérieures. Donc pour l'instant, on fait vraiment une veille à basse intensité. Et puis et de toute façon, comme on travaille de plus en plus, je crois devoir dire dans nos opérations avec d'autres nations, c'est aussi une réponse qu'on peut apporter. Donc si on a vraiment des besoins, on peut travailler avec d'autres nations qui vont nous apporter ces moyens. Donc pour l'instant, non, on ne travaille plus fortement sur l'hélicoptère super lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur au fond. Ce sera d'ailleurs la dernière qu'on pourra Alexandre Papet-Emmanuel, Société Airbus Defence and Space. On parle de relance du marché. Je voulais juste avoir votre avis sur le drone hélico. Est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que c'est pour vous quelque chose encore de très lointain, tant pour des besoins militaires que civils? Merci. C'est un enjeu et c'est un vrai besoin, en particulier pour la marine, hein. Je pense que la première armée à exprimer ce besoin-là, c'est la marine nationale. Donc, le drone à voilure tournante est un vrai besoin et on y réfléchit déjà maintenant. Dans le cadre de l'actuel LPM, on commence à réfléchir au drone naval. Oui, on ne peut pas rester insensible à cette à cette arrivée des drones en quantité importante, de toute taille. Et donc, en tant que constructeur d'hélicoptères, évidemment, nous sommes tout à fait impliqués dans un certain nombre de recherches autour de l'hélicoptère dronisé. Alors, il y a l'hélicoptère non piloté, c'est-à-dire vraiment pas piloté du tout. Et il y a aussi un concept qui se développe aux États-Unis, c'est l'OPV, qui s'appelle le Optional Piloted Vehicle, qui est en fait un hélicoptère qui peut être soit piloté, soit pas piloté, ou soit assister le pilote dans un certain nombre de phases d'atterrissage difficiles, que ce soit sur un navire ou autre. Donc on a déjà fait voler chez Airbus Hélicoptères des hélicoptères sans pilote, un EC-145 et un Dauphin il y a quelques années.
Et on est dans une gamme, effectivement, dans ce cas-là, qui est un peu supérieure en termes de masse à un certain nombre de besoins. Mais on reste très vigilant sur l'évolution du marché et bien sûr à l'écoute de nos clients, militaires en particulier, pour les besoins de l'avenir. Voilà, à moins qu'il y ait une dernière petite question de quelqu'un, mais là il faut que nous libérions la salle. Je vous remercie tous de votre participation.